Le titre de mon intervention renvoie à la fable de La Fontaine, Le lion amoureux, où l'on peut lire « Amour, amour, quand tu nous tiens ». Fantasme, fantasme, quand tu nous tiens, nous fait entendre un double sens au verbe tenir, au fait d'être tenu, de nous tenir comme on tient dans sa main d'un côté, et comme ce qui permet de se tenir, de soutenir, comme un tuteur. Ce qui nous tient debout ou éveillé, ou encore ce qui tient ensemble, ce qui fait lien. Comme cela a été largement évoqué ce matin, c'est du fait de la récurrence des scènes de séduction évoquées par les psychanalysants que Sigmund Freud passe progressivement d'une théorie du traumatisme psychique à une théorie du fantasme. Il souligne la dimension imaginaire de ces scénarios, qui peuvent être conscients ou inconscients, et qu'il va désigner du terme fantasme. L'exemple le plus connu est l'analyse que nous propose le père de la psychanalyse d'un fantasme de fustigation. En 1919, Sigmund Freud rédige un article intitulé « Un enfant est battu, contribution à la connaissance de la genèse des perversions sexuelles ». Cet article a d'abord été traduit en français en 1933, « On bat un enfant », puis en 1973, dans le recueil d'articles « Névrose, psychose et perversion », « Un enfant est battu », repris en 1996 dans le volume 15 des œuvres complètes de Sigmund Freud. Je donne ces précisions car dans le séminaire de Jacques Lacan, nous trouvons dans le livre 5 en particulier une lecture de « On bat un enfant ». Les traducteurs des œuvres complètes de Sigmund Freud ont choisi de remplacer le mot « fantasme » par le mot « fantaisie », comme dans l'ensemble des œuvres complètes. La chose frappante à la lecture de cet article, et sur laquelle Jacques Lacan n'aura de cesse d'insister, c'est que ce fantasme qu'analyse Sigmund Freud se présente sous la forme d'une phrase. Cela est tellement important qu'il en fait le titre de cet article, avec les guillemets de circonstance. À savoir, et c'est le point de départ de l'article, que plusieurs patients ont exprimé à un moment de leur cure un fantasme sous la forme de la phrase, deux points, ouvrez les guillemets, un enfant est battu. Fermez les guillemets. Dans cet article, comme bien souvent, Sigmund Freud nous fait part de sa pratique clinique et de sa rigueur. Il commence par nous indiquer que ce fantasme ne s'exprime pas facilement. Chez les 6 patients qui ont évoqué ce fantasme, il note une vive résistance et une gêne importante, voire une honte, au moment d'exprimer cette mise en scène qui se limite dans un premier temps à cette petite phrase toute simple « Un enfant est battu ». Les patients reconnaissent également que cette scène s'accompagne d'une excitation sexuelle. Nous voyons ensuite toutes les questions qui se posent pour éclairer cette phrase énigmatique. Qui est cet enfant battu? Est-ce le patient? Est-il du même sexe que le patient? Qui bat l'enfant? Est-ce un autre enfant? Est-ce un adulte? Est-ce un homme ou une femme? Nous voyons à travers toutes ces questions l'importance d'un examen clinique fin et la précision qu'il requiert. Ce que va noter Sigmund Freud, c'est qu'il existe différentes versions du fantasme. Les patients précisent les différentes scènes au fur et à mesure de l'investigation psychanalytique. Il apparaît ainsi que, dans un premier temps, ce n'est jamais le patient lui-même qui est battu, mais il observe un enfant qui est battu par un adulte. Il me paraît important de souligner, comme le fait Sigmund Freud, que si cette scène fantasmée procure du plaisir au patient, il est clair que l'enfant visualisé ne subit pas véritablement de dommages et que la vision d'une scène réelle de fustigation d'un autre enfant, dans le cadre scolaire par exemple, ne procure aucun plaisir au patient, mais au contraire une sensation pénible. Sigmund Freud nous montre la nécessité de reconstruire étape par étape les différents niveaux du fantasme, ce qui demande du temps, de la régularité et de l'énergie dans la cure. Il nous dit « Mais je répète que généralement, le fantasme demeure inconscient et doit d'abord être reconstruit dans l'analyse. » Jacques Lacan a proposé dans son enseignement une formule du fantasme, qui est celle-là. S barré, poinçon A, poinçon petit a. Voilà, à lire, S barré, poinçon petit a, ceci entre parenthèses. Ce séminaire très dense interroge la fonction du fantasme, l'aliénation, la répétition et l'acte sexuel. Le poinçon que l'on trouve dans plusieurs formules de Jacques Lacan, il est ce qui fait lien et synthétise plusieurs connecteurs logiques.
Le fantasme a une fonction par rapport au réel, c'est-à-dire par rapport à quelque chose que nous ne pouvons pas appréhender directement. Dans les trois catégories auxquelles Lacan se réfère tout au long de son enseignement, à savoir le réel, l'imaginaire et le symbolique, le réel ne peut être appréhendé que par l'intermédiaire du symbolique et de l'imaginaire. Nous le voyons de façon particulièrement aiguë en ce moment. L'épidémie que nous traversons, ou qui nous traverse peut-être, est-ce nous qui la traversons ou elle qui nous traverse? Ni l'un ni l'autre, peut-être. Nous voyons bien la difficulté dans laquelle ce réel invisible nous plonge et la nécessité dans laquelle nous sommes de l'imaginer et de le symboliser. Le fantasme participe de cela. J'ai été frappé ces derniers temps par la médiatisation importante d'enfants transgenres. Dans plusieurs émissions de télévision, nous avons pu voir Lily, Sacha ou Stella, petits garçons de 7-8 ans qui racontent leur rapport à leur identité de genre et leur conviction d'être des filles et non des garçons. Un collectif d'analystes s'est saisi de cette problématique en publiant un document intitulé, je cite, « Impact des pratiques médicales sur les enfants diagnostiqués dysphoriques de genre ». Il souligne en particulier le caractère évolutif et labile de l'enfance et de l'adolescence. Il y a un risque important à médicaliser précocement ces prises en charge par l'usage de bloqueurs de puberté en particulier. Je voudrais indiquer ici que les problématiques liées à l'identité sexuelle, au décalage pouvant exister entre le sexe anatomique et le vécu psychique, ont été soulignées de longtemps par les psychanalystes. Dès le début de sa théorisation et de sa pratique clinique, Sigmund Freud fait l'hypothèse de la bisexualité psychique des êtres. Il écrit dans « Un enfant est battu », je cite, « Au fond, nous voyons seulement que chez des individus masculins et féminins surgissent des motions pulsionnelles aussi bien masculines que féminines et que les unes comme les autres peuvent être rendues inconscientes par refoulement. » Quant à Jacques Lacan, il n'a de cesse de signaler la labilité et les ambiguïtés possibles relatives aux identifications sexuelles des individus et aux positions qu'ils occupent les uns par rapport aux autres, dans l'intimité en particulier. Il nous dit ainsi, dans le séminaire 14, « La mise en question de l'acte, dans cette relation si distordue, cachée, exclue, mise à l'ombre, qu'est la relation entre deux êtres appartenant à deux classes qui sont définitives pour l'état civil et pour le conseil de révision, mais que, précisément, notre expérience nous a appris à voir pour n'être absolument plus évidente pour la vie familiale, par exemple, et assez brouillée pour la vie secrète. Autrement dit, ce qui définit l'homme et la femme. Le rapport de l'être à son propre corps, au corps de l'autre et à leur possible rencontre est toujours le fruit d'une construction. Lorsqu'un homme engagé dans une transition de genre dit « Je me suis toujours senti femme », je me demande toujours ce que cette phrase veut dire. Et j'ai envie de demander à des femmes quand est-ce qu'elles se sentent femmes. Ou bien à des hommes, c'est quoi se sentir homme? Nous avons tous eu à construire nos propres réponses et nos propres positionnements par rapport à ces questions qui touchent tout un chacun. D'ailleurs, la possibilité de, entre guillemets, changer de sexe pourrait bien être un fantasme fréquent et que ce soit l'écho de ce fantasme qui se fasse sentir dans la médiatisation de ces enfants qui questionnent leur appartenance sexuelle. Car toutes ces questions nous confrontent à l'altérité radicale liée à l'existence de la différence des sexes et à la dimension irréductible de cette différence. Je pense que c'est ce fantasme de la possibilité de changer de sexe qui contient également, en filigrane, le fantasme de la possibilité de connaître la jouissance de l'autre sexe, qui explique la complaisance et la fascination des grandes personnes vis-à-vis de ces enfants et de ces familles en souffrance. Le 2 décembre 2020 a été diffusé sur la chaîne de télévision Arte un documentaire intitulé « Petite fille » de Sébastien Lifshitz. Ce documentaire a rencontré une large audience et a fait beaucoup de bruit. Nous y voyons filmer Sacha et sa famille autour de la reconnaissance de la dysphorie de genre.
L'une des bandes annonces de ce documentaire, visible sur YouTube, commence par cette phrase. « Quand je serai grand, je serai une fille ». Ne sommes-nous pas là au cœur d'un fantasme? Cet enfant ne dit pas « je me sens une fille » ou bien « je suis une fille ». Il dit « quand je serai grand, je serai une fille ». Une projection dans le futur que personne ne connaît exprime un désir, voire un fantasme, pas un état de fait. Nous pouvons déplorer que cet enfant et sa mère n'aient pas pu être entendus autrement que par le biais d'un film documentaire partisan. Elle nous le dit dans un entretien filmé qui a fait suite à la diffusion du documentaire sur Arte. « J'ai été sensible à la souffrance et la détresse exprimées par cette mère. » Elle dit, je la cite, « La première fois qu'elle, entre parenthèses Sacha, en a parlé, et après c'est revenu, elle a dit « Moi, quand je serai grand, je serai une fille. » C'était ça. C'était tout le temps ça. Quand l'enfant a 4 ans, sa mère lui dira « Mais non, Sacha, c'est elle qui parle, hein. Mais non, Sacha, tu ne seras jamais une fille. » Et là, Sacha s'est mis à pleurer. Et c'était des pleurs de douleur. Et je me suis dit, je venais de foutre sa vie en l'air, de briser tous ses rêves. Alors j'ai essayé de rassurer Sacha, mais le mal était fait. Ça a été long pour rassurer Sacha. Et j'ai commencé à me renseigner en me disant que c'était plus profond que juste une envie d'être comme maman. Ce à quoi je répondrais que ça peut être très profond, une envie d'être comme maman. Très profond et durable. Ce n'est pas une petite affaire, le rapport que chacun et chacune a construit et entretient avec père et mère. Madame précise, au tout départ, quand Sacha m'a exprimé ses souffrances, je ne savais pas du tout ce que ça pouvait impliquer. Si c'était un moment de sa vie, une lubie même, je ne savais pas du tout. J'ai commencé à me renseigner en allant sur Internet parce que j'ai pas trouvé d'aide auprès de médecins ou de spécialistes quelconques, loin de là. Donc, on se retrouve tout seul, avec personne à qui parler, alors on cherche des réponses sur Internet. Je suis allé sur des forums. Une fois que j'ai compris que c'était probablement de la dysphorie de genre, je suis allé sur des forums et je lisais pour trouver des réponses. La mère de Sacha explique ensuite que c'est sur un de ces forums qu'elle a vu l'annonce d'un collaborateur de Sébastien Lifshitz qui cherchait à entrer en contact avec des parents d'enfants transgenres. Elle explique qu'ils se sont échangés des mails, puis des appels téléphoniques, enfin ils se sont rencontrés et que ça a abouti au film documentaire, mais que ce n'était pas le but initial. Elle commente finalement, voilà, c'est comme ça qu'on en est venu là. C'était pour trouver de l'aide, tout simplement pour trouver de l'aide. Parce que moi, je me sentais à bout, fatigué. Je ne savais plus où aller. On me répondait des choses assez horribles à l'école, etc., quand j'exposais ce qu'il se passait. En entendant le témoignage de cette mère, je me suis demandé quel professionnel avait-elle rencontré, ce qu'elle avait pu dire et ce qu'elle avait pu entendre, ou pas, et pour son enfant également. Je ne connais pas l'avenir de cet enfant ni de sa famille. J'espère qu'il aura l'occasion de dire à un moment et quelque part, peut-être à un psychanalyste, sur sa vie et sur sa souffrance, et qu'il trouvera une possibilité de se dégager par là de l'aliénation qu'implique pour chacun d'entre nous nécessairement le rapport intime que nous entretenons avec le désir de l'autre. Une des façons de définir l'inconscient, et devenir ainsi sujet dans son existence. Je vous remercie.